Public Sénat et l'INA vous présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Dans tous ces éléments, la cadette est classique, mais elle est munie de tous les petits gadgets qui font l'agrément d'une voiture, lave-glace, allume-cigare, thermomètre d'eau, entre autres. Tous les petits gadgets qui font l'agrément d'une voiture, c'était l'Opel Kadett, une icône de l'automobile allemande. On était en 1962 et l'on croirait voir un film promotionnel. Nous reviendrons sur cette marque allemande devenue française, après son rachat par PSA, devenant par là même deuxième constructeur européen. Mais en première partie de l'info dans le rétro, c'est de la droite et de ses manifestations qu'il sera question après le rassemblement de dimanche dernier autour de François Fillon et ses querelles de chiffres presque rituelles. Car ce n'est pas la première fois qu'elle descend dans la rue pour exprimer sa force, sa colère ou défendre sa vision du monde. Alors, qui est ce peuple de droite qui fait aussi l'histoire? Comment les anciennes mobilisations éclairent-elles la situation actuelle? Autant de questions que nous aborderons avec mes invités. On commence par revoir les images de la manifestation de soutien à François Fillon. C'était le 5 mars dernier et c'est un sujet de Pierre Bon-Joseph. 200 000 ou 40 000 personnes, peu importe les chiffres, engluées dans les affaires d'emploi présumés fictifs de sa famille, lâchées par certains de ses amis, François Fillon a tenté ce dimanche de rassembler ses supporters. Entre pluies battantes et éclaircies, le candidat déclaré de la droite et du centre a réussi à mobiliser la base de son électorat, un soutien populaire comme un message adressé à la justice et aux médias qu'il juge instrumentalisés. Une démonstration de force du peuple de droite, peu habitué à battre le pavé, qui, semble-t-il, a réussi, mais pour combien de temps, à remettre en selle un candidat plombé par les affaires. Alors ce peuple de droite qui descend dans la rue pour défendre un homme ou des idées, on va en parler avec deux invités. Un grand témoin, François Daubert, vous avez été député, maire de Laval, ministre aussi de la Recherche, vous avez été membre de l'UDF, puis de l'UMP, et vous êtes aujourd'hui le dirigeant de l'instance de régulation de la publicité. Donc je suis très heureux de vous avoir en plateau, et avec vous, un historien, et non des moindres, Alain Gérard Slama. Tous les étudiants de Sciences Po connaissent votre nom, puisque vous y avez enseigné, vous y enseignez encore, et puis vous avez évidemment publié de très nombreux livres. J'ai retenu pour cette émission celui sur les écrivains qui ont fait la République, chez Plon, qui était paru en 2012. Tout de suite, une question, François Daubert. Vous qui avez été un des pourfendeurs de la corruption, de l'argent mal investi, voir la droite défendre François Fillon, voir la droite défendre un homme soupçonné d'emploi fictif, ça vous dérange ou ça vous paraît parfaitement normal? Moi, j'ai lutté contre les paradis fiscaux et la grande criminalité internationale financière. Je ne suis pas sûr que c'est un quelconque rapport avec ce qui est, je trouve, très injustement reproché à François Fillon. D'accord. Alain Gérard Slama, cette mobilisation pour François Fillon, c'est une espèce de coup d'État contre son parti, une espèce de putsch contre les élus? Non, mais c'est le signe indiscutable d'une césure assez forte entre deux sensibilités de droite, mais deux sensibilités susceptibles néanmoins de se rapprocher, ce qui fait la différence évidemment avec le Front National. D'accord. Alors on va voir que la droite descend dans la rue, on va essayer de voir peut-être un moment très emblématique. On est en 1958, c'est le 13 mai 1958, on est à Alger. Regardez ce film qui ressemble fort à un film de propagande du Comité de salut public. Amour sacré de la patrie, conduit soutien ton bras encore. Liberté, liberté. Le message que le monde attendait sort du plus profond de l'âme française. Il vient du coin le plus menacé de la France, il vient d'Alger. Français, militaires et civils, y joignent leur voix pour lui donner la force de retentir au-delà des mers jusqu'aux chaumières les plus reculées de la France. Et plus particulièrement vers cette chaumière où un homme qui incarne la France l'attend depuis plus de 10 ans. Aux portes de l'abîme, ce sursaut national sauvera la France.
et le général de Gaulle donnera à cette résurrection son retentissement mondial. Bon, alors, on a reconnu au balcon, il y avait Jacques Soustel qui représentait le gouvernement, et puis il y avait deux autres personnalités. D'abord Salan, qui était le commandant de l'armée française, et puis je crois qu'on reconnaissait un peu plus loin Jouhaud pour qu'on puisse se replacer les choses en tête. Alain Gérard Slama, moi j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que ça, c'est pas l'acte fondateur des manifestations de droite sous la Ve République ? Non, parce que là, il y a, je dirais, que des gens de bonne foi dans la foule. Ah, parce que la droite est de mauvaise foi. Disons qu'aujourd'hui... vous m'étonnez, oui, là. Non. Aujourd'hui, il y a quand même des stratégies. On vit dans un environnement politique totalement différent. Nous vivons à l'époque du temps réel, où tout change toutes les 10 minutes, et où chacun, par exemple, est en train de calculer qui sera le mieux placé pour le second tour, aujourd'hui, par exemple. Tandis que là, on a vraiment des gens de bonne foi, le ciel leur est tombé sur la tête. Mais c'est quand même une manifestation pour l'Algérie française, c'est pas tout le monde. Mais c'est pas une arrière-pensée. Non, c'est pas les musulmans. Enfin, si, il y en avait beaucoup de musulmans. Au contraire, il y en avait beaucoup. Tous les gens qui étaient là étaient de bonne foi. Voilà ce que je veux dire. Alors, à la tribune, c'est une autre affaire. À la tribune, c'est une autre affaire parce qu'on voit Jouhaud totalement de bonne foi, Salan, qui était un rusé, et puis il y en a un qu'on ne voit pas, qui est Delbecq. Alors, puisque vous me refusez 1958 comme manifestation fondatrice, je vais vous en proposer une autre. 10 ans plus tard, 30 mai 1968, les gaullistes descendent dans la rue contre la chienlit, contre les manifestations de gauche, contre les grèves. Regardez ces images, évidemment, vous allez aussi reconnaître le visage de personnalités politiques, notamment Malraux, Debré, au premier rang. En un instant, le pouvoir, ce fruit mûr prêt à être cueilli, est devenu acide et hérissé de piquant. Il n'en faut pas plus pour que la manifestation silencieuse de soutien au régime ne prenne spontanément sur le chemin historique qui va de la Concorde à l'Étoile l'aspect et les accents d'une fête nationale. François d'Aubert, dans cette manifestation, il y a toute la droite. J'allais dire les gaullistes, les anciens de l'Algérie française qui se sont finalement ralliés à De Gaulle pour défendre l'ordre. On ne savait pas très bien, quand on était loin, moi je faisais mon service militaire à Couët-Quidan avec une promotion de l'ENA à laquelle j'appartenais. Et comme on n'avait pas le droit d'écouter la radio, ni de lire les journaux, et qu'on était dans l'isolement total, on a dû l'apprendre 2 ou 3 jours après. Alors, et vous ça voulez savoir paraissait ce qui comme s'est quelque passé chose d'assez, très franchement, vu la mentalité qu'il y avait à l'époque à l'École nationale d'administration, c'était quelque chose qui était considéré comme relativement factieux, à mon avis, par à peu près la totalité de la promotion. D'accord, carrément factieux. Alors vous, en revanche, Alain Gérard Slama, vous étiez à cette manifestation. Ah oui. Vous défendiez quoi? Vous défendiez l'ordre? Disons pas seulement le Figaro, vous vous en doutez. Non, je défendais l'ordre, bien sûr. C'est-à-dire que ça a été... Mais là, alors... l'alliance des diverses droites était quand même assez artificielle. Je veux dire par là que l'ordre prévalait, mais la finalité, autant au moment de l'Algérie française, la finalité, c'était vraiment pour ces gens, ils voulaient garder ce qu'avait été leur vie depuis 130 ans. C'est tout à fait autre chose que là, une espèce de protestation fondamentale, ce qui était mon cas, contre, j'étais aronien, vous voyez, entre les aroniens, les gaullistes, les traditionalistes, les héritiers de l'Algérie française, etc., il y avait de grosses différences. Alors, il y avait une ambiguïté totale. Je vous entends, mais j'ai envie de vous provoquer et de vous dire, est-ce que cette manifestation, c'est pas exactement le contraire de celle qu'on a eue avec François Fillon, qui était au fond une manifestation un peu contre l'action de la justice, un peu contre la façon dont la droite était traitée, un peu contre les élus? Est-ce que c'est pas exactement l'inverse de ce qui s'est passé en 68? Alors là, écoutez, je ne suis pas si sûr que vous de ça. Je crois que là aussi, on a une grande bigarrure, mais si on cherche un commun dénominateur, je dirais que c'est l'ordre.
Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que tous ces petits drapeaux, hein, quand même, qu'on voyait comme ça, réunis place du Trocadéro, ils étaient bien innocents. Ça avait un petit côté boy scout très gentil et très charmant. On voyait, bon, en général, il y avait beaucoup de catholiques sociaux. Alors, ce qui est le vrai problème, c'est qu'on voyait à la fois des gens qui sont en effet plutôt des conservateurs modérés, et puis d'autres quand même qui sont partisans d'une espèce de retour à un ordre ancien. Alors, je vous entends, mais alors, moi, j'ai envie de me tourner vers François Daubert, parce que vous n'étiez pas là à la manifestation de 68, j'entends. Oui. Mais vous n'étiez pas non plus, il n'y a pas de manifestation de droite dans les années 70. J'ai l'impression que quand la droite, au fond, est au pouvoir et tient le pouvoir de manière rationnelle, il n'y a jamais de motif de protestation. Mais il y a une chose qui est arrivée dans les années 70, c'est le début des meetings. Des meetings dans les campagnes électorales, mais un petit peu avant aussi. Quand Giscard, par exemple, fait son discours à Verdun-sur-le-Doubs, tout le monde se dit Verdun-sur-le-Doubs, pourquoi ? Parce que c'était un des rares endroits où on pouvait faire un grand meeting qui ne coûtait pas trop cher sous une grande toile de tente, dans un cirque, sous une toile de cirque. Et ça voulait dire que la droite entrait dans le grand public, dans le contact direct avec le grand public. Et donc, ce n'était pas dans la rue, mais c'était d'une certaine manière quelque chose de beaucoup plus public que les dialogues qu'on pouvait avoir habituellement dans des campagnes électorales ou en dehors des campagnes électorales. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, vous me donnez presque une explication pour comprendre pourquoi il y a un tel espace de temps qui s'est produit entre 68 et l'autre grande manifestation de la droite, c'est celle de 1984, le 24 juin 1984, quand toute la droite descend dans la rue pour défendre, alors certains diront la liberté d'enseignement, d'autres diront l'école privée, et puis au milieu, certains diront l'école libre. Regardez le sujet du journal. 2 millions de manifestants selon les organisateurs, 860 000 selon la préfecture de police. Au-delà de l'éternelle polémique des chiffres, l'enseignement catholique a incontestablement gagné hier son pari. De 9h du matin à 21h, une bonne partie de la capitale a effectivement été celle de l'enseignement privé. Des défilés au sein desquels, bien sûr, la classe politique d'opposition n'était pas absente. Aucun leader ne prendra officiellement la parole durant cette manifestation. Jacques Chirac, Simone Veil, mais également Raymond Barre et Valéry Giscard d'Estaing, ainsi que Jean-Marie Le Pen. L'école libre vivra, résistance égale espérance seront les slogans les plus scandés durant cette manifestation dans les rues de Paris, la plus importante, semble-t-il, par le nombre des manifestants de l'histoire de France. Nous espérons seulement avoir été entendus, déclareront les organisateurs après la dislocation sans incident du dernier défilé. Mais moins de 2 heures après la fin de cette manifestation, des incidents sporadiques mais violents ont écarté au clavier latin entre quelques centaines de jeunes gens et les policiers. Bon, il y a quand même des manifestations de droite qui se finissent dans le désordre. On l'a vu avec la Manif pour tous, on l'a vu en 1984, il n'y a pas que la gauche qui casse les rues. Mais je voudrais demander à un acteur, quelqu'un qui y était, un témoin, François Daubert. Toutes les droites manifestent dans cette manifestation, le centre, la droite gaulliste, et on a même vu Jean-Marie Le Pen. Je crois que le point de départ, il faut recontextualiser un petit peu, c'était une opposition qui était très dure face à des projets de la gauche, de François Mitterrand, etc., qui étaient très déstructurants, très idéologiques. Et quand on manifestait là, c'était pour le retrait de projets. Il y avait le projet Savary. Et il y a eu d'autres manifestations dans d'autres domaines. Donc c'était par rapport à des contenus politiques, pas des vagues mots d'ordre. Alors, il y avait le projet Savary, c'était retirer le financement, au fond, aux écoles privées. Il démolissait quand même, pour faire simple, le système de la dualité ou de la pluralité du pluralisme. Vous voulez un grand service de l'éducation nationale. Oui, et le grand service public, ça heurtait beaucoup de gens, parce qu'on pouvait y faire entrer des questions de principe, qui étaient la liberté de l'enseignement, des questions de choix entre plusieurs systèmes d'enseignement qui étaient à la disposition des gens, donc la liberté de choix, et en même temps, il y avait un aspect très politique qui était contre le gouvernement, parce qu'on avait déjà eu comme... C'était le moyen de se remobiliser après le coup de bambou de 81 ? Oui, mais en 81, il y a eu une remobilisation d'abord à l'Assemblée quand on s'est battu contre les nationalisations, et c'est quand même pas un hasard. C'est vrai que je parle à François Daubert, le mousquetaire qui est avec Toubon et Madeleine pourfendait le président de la République au point d'en perdre l'indemnité parlementaire. Oui, c'est ça. Nous, pourquoi ? Parce qu'on trouvait que ces projets étaient très mauvais. Ce n'était pas pour le plaisir de se battre contre les uns ou pour les autres ou pour se montrer. Il n'y avait plus personne à l'Assemblée. Et les grands chefs, en réalité, ils étaient rentrés au garage.
Et on ne les voyait pas beaucoup. Donc, il y avait des projets qui nous semblaient mauvais. La nationalisation, ça nous paraissait mauvais. La loi sur l'enseignement, c'est pareil. Il y a eu également un projet de loi sur l'université, qui a été une loi Savary, qui n'était pas extraordinaire non plus. Alain Gérard Slama, on l'entend, c'est quand même la manifestation de tous les superlatifs. Il n'y a jamais eu autant de monde dans la rue pour défendre avec autant d'ardeur un tel projet. Et en même temps, vous avez vu comme moi les visages. Oui. On a vu Jean-Marie Le Pen, on a vu Simone Veil, on a vu au second plan marcher, je crois, François Fillon, on a vu Patrick Devedjian, on les a pratiquement tous vus. Pasqua était là aussi. Donc est-ce que pour faire ce superlatif, il ne fallait pas qu'il y ait une espèce de fusion entre tous? Plutôt Dieu que cela se reproduisit par la suite. Car je sais que je vous rendez compte de ce que vous dites? Vous êtes en train de dire que vous souhaitez des manifestations communes, Front National, droite républicaine. Donc des manifestations dans lesquelles l'extrême droite n'avait pas le choix et était obligé de suivre. C'est tout à fait autre chose. C'est pas la même chose. Et si vous voulez, je sais que vous n'aimez pas du tout que je revienne aux années 30. Et pourtant, à cette époque-là, si on a évité justement, la France a échappé à un prononciamiento fasciste, c'était grâce à cette droite conservatrice, qui peut ne pas nous être très sympathique, vous savez bien que je suis un laïcard invétéré, mais le sujet n'est pas là. J'étais à cette manifestation-là, néanmoins, et comme Simone Veil, comme beaucoup d'autres. Bon, c'est que cette droite conservatrice est ce qui nous a épargné justement les dérives de l'extrême droite. Alors, je vous demande de suivre avec moi, Alain Gérard Slama, je vous demande de suivre avec moi l'autre grande expression justement de cette droite conservatrice, ce sont les manifestations contre le Pacs. Et donc là, on va voir, on est à la fin de l'année 1998, une des grandes mobilisations contre ce projet de gauche auquel s'oppose la droite. Une manifestation pour se coucher en travers du Pacs, selon le slogan des organisateurs. Une vingtaine d'associations essentiellement catholiques réunies dans le collectif pour le mariage et contre le Pacs. Si le Pacs passe, le droit au mariage sera bafoué et n'existera plus, quoi. Après, on donne aux enfants la possibilité d'avoir deux pères, pour eux, ou deux mères. Pour eux, c'est n'importe quoi, quoi. Ça me paraît une loi contre la famille et contre notre société, qui, à mon avis, doit se fonder sur la famille. Bien représentée dans le défilé, la banlieue ouest et notamment les Yvelines, département de la députée UDF Christine Boutin, en pointe à l'Assemblée contre le Pacs et dont l'association L'Alliance pour les droits de la vie appelait à la manifestation. Les dispositions pour aider les personnes qui ont des difficultés et qui ont été visées par ce projet, on peut très bien les prendre sans créer une sorte de mariage bis qui va casser la famille qu'on aime. Bon, moi j'ai l'impression, François Daubert, quand je vois cette manifestation, de revoir pratiquement la même que je vais avoir avec la manifestation pour tous. Et au fond, j'ai l'impression que c'est ce moment où la droite choisit de se situer du côté des valeurs et éventuellement plutôt du côté de la réaction, plutôt que du côté de l'initiative et de l'action. Les valeurs, on l'avait aussi dans la manifestation sur l'enseignement privé, où d'ailleurs, elle était organisée, cette manifestation, par les parents d'élèves, par les organisations de parents d'élèves. C'est les partis politiques qui étaient un peu la remorque. Oui, mais là, on va un peu plus loin. Là, ce sont vraiment les instances catholiques. Elles étaient présentes en 84, je suis d'accord, mais là, il y a quand même un pas supplémentaire qui est franchi. L'enseignement catholique, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour la laïcité et qui mettent leurs enfants dans une école privée. Bon. Mais là, sur le Pacs, sur le plan strictement politique, il y avait ce côté un peu provocation venant de la gauche, venant de Jospin. On était en période de cohabitation. Oui, mais François Daubert, d'une certaine maintenant, façon, une minorité... presque 16-17 ans plus tard, c'est rentré dans les mœurs. Non, même vous, je suis sûr que vous n'y êtes plus opposé. Non, mais bien sûr. Mais il y avait un côté justement strictement politique qui était de lutter, en quelque sorte, contre ces provocations permanentes, avec l'idée quand même que c'était des minorités qui poussaient ce genre de projet, ce qui est vrai. Le projet était porté à l'origine également par des associations, mais qui était très minoritaire. Et donc, ça avait été pris, ça avait été saisi par le gouvernement et qui en avait fait un projet de loi. Et d'ailleurs, au Parlement, ça avait été assez difficile. Moi, je me souviens très bien, il y avait une motion d'irrecevabilité qui avait été votée. Donc, voilà. Donc, c'est des valeurs et de la légalité. Alain Gérard Slama, est-ce que les valeurs du Pacs, au fond, vous l'avez dit presque entre parenthèses, est-ce que ce n'est pas les mêmes valeurs pour lesquelles la droite
manifesterait et manifeste aujourd'hui. Oui et non. C'est-à-dire oui, parce que effectivement, il y a une partie de la droite qui traduit en contenu en termes de valeurs, n'est-ce pas, ses choix, et il y a une partie de la droite qui pense dans les termes de l'ordre. Mais l'ordre, c'est le droit. Moi, à l'époque, pourquoi je trouvais que le Pax c'était absurde? Parce que je pensais que nous étions dans une époque, précisément, où c'était plutôt le mariage qui disparaissait et que le droit avait de moins en moins à intervenir, et l'État surtout à intervenir dans la vie des couples. Vous voyez, c'est une opinion totalement différente. Et il y en avait beaucoup dans ce cas. Donc, le problème est qu'en fait, la droite, c'est pas une affaire de contenu. La droite est une anti-gauche qui, mène la bataille quand elle a l'impression qu'elle vaut la peine d'être défendue, et puis dès qu'elle la perd, elle passe à la suite. Donc la droite est passée du Pax au mariage pour tous, combat contre le mariage pour tous, puis du combat contre le mariage pour tous, ça va être le combat contre la GPA, et ainsi progressivement, la gauche arrive à faire sa pelote. Sauf que, malheureusement, aujourd'hui, la gauche a de plus en plus de mal à remonter ce courant, parce qu'on assiste en effet à une droite, comment a dit déjà Juppé, radicalisée. Elle existe, cette droite-là, il ne faut pas s'y tromper. Ben, ce sera peut-être le mot de la fin. J'aime bien l'idée de la droite qui est une anti-gauche, et puis peut-être ce dernier mot, inquiétant. Radicalisé. Je vous remercie beaucoup, messieurs, pour vos livres. Je vous remercie d'être venus tous les deux. Je rappelle le titre de votre livre, Alain Gérard Stama, Les écrivains qui ont fait la République, et c'était aux éditions Plomb. Une nouvelle des progrès manifestes de l'économie allemande, Opel produit de nouveau. Malgré toutes les difficultés d'approvisionnement matériel, dans l'usine de Rüsselsheim, les chaînes de production du poids lourd d'1,5 tonne Opel Blitz sont entrées en construction. Entre 11 et 12 000 pièces sont nécessaires pour un seul véhicule. La fourniture du matériel a été possible grâce à l'intervention directe de l'administration américaine. Plus de 6 000 travailleurs sont investis dans la production de l'Opel Blitz. Pour célébrer la fabrication du nouveau premier camion, une fête a été organisée à laquelle le général porte-parole de la 3e armée américaine, Case, a participé et le directeur Neumann, fondé de pouvoir des usines Opel, prend la parole. Puis le premier véhicule conduit par le colonel Newman, le chef du gouvernement militaire américain en S, s'engage sur la route de sortie. Bon, alors vous avez vu le redémarrage des usines Opel en 1946 à Rüsselsheim en Allemagne, en Hesse, avec évidemment les autorités américaines qui sont présentes. On va parler du cas d'Opel puisque justement PSA a racheté cette entreprise avec Opel et Vauxhall et que donc désormais est le deuxième constructeur européen d'automobiles. Et pour ce faire, nous avons la chance d'avoir un spécialiste, j'allais dire presque un habitué de cette émission, Mathieu Flonneau, maître de conférence à l'université Paris 1. Je rappelle le titre de votre dernier livre, ou plutôt vous allez m'aider à le rappeler. L'automobile au temps des 30 Glorieuses. L'automobile au temps des 30 Glorieuses. Merci beaucoup. Alors moi je voulais vous poser tout de suite une question, parce qu'on le sait peu, mais PSA a racheté Opel à une entreprise américaine parce que Opel était une très ancienne entreprise américaine. Comment ça a commencé cette histoire ? Alors l'histoire d'Opel, effectivement, est très liée à General Motors à partir de l'année 1929. Et à partir de 1930, c'est 100% une filiale américaine de Alors pourquoi est-ce que les Américains ce grand rachètent consortium? Eh bien parce qu'ils sont à la conquête du marché européen, qui est un marché tout à fait significatif. Mais Opel a une plus longue histoire encore, parce que Opel est une vraie firme familiale allemande, qui, à certains égards, est comparable à Peugeot à ses débuts. Qui Elle date à peu près de quelle date? De la fin du 19e siècle. On est véritablement parmi les pionniers de l'automobilisme. Et les deux, eh bien, ont un rôle au départ. Et Opel devient une marque importante en Allemagne, voire même la première marque sur un marché qui est évoqué dans votre documentaire, c'est-à-dire sur le marché des utilitaires, et le marché des camions, ce qui est très loin d'être négatif et secondaire dans le monde de l'automobilisme en général. Et donc de ce point de vue-là, il y a une forme de spécialisation d'Opel qui n'est pas un constructeur premium comme Daimler, Mercedes ou bien BMW ou Audi, mais c'est un constructeur qui est très présent, très implanté et très associé aussi à l'image de marque de l'automobile allemande qui est positive. Alors, est-ce qu'il y avait une rivalité déjà entre les voitures
française et allemande entre la voiture Opel née en 1862 et la voiture Peugeot née en 1897? Pas 1862. 1862, Oui, Opel, c'est un mécanicien, il fait des machines à coudre. Comme Peugeot qui fait des vélos et puis des moulins à poivre. Il y a une source originale qui est effectivement tout à fait comparable. Mais ce que vous évoquez est très juste, c'est-à-dire qu'il y a une rivalité dès les débuts entre Allemagne et France qui véritablement inventent l'automobilisme. Et les États-Unis arrivent ensuite avec leur modèle de démocratisation de l'automobile. Mais là, on est au début du XXe siècle. Alors, moi, il y a une question qui me taraude, puisqu'on voit que c'est une entreprise américaine dans les années 30, Opel. Comment ça se passe avec les nazis? Comment ça se passe pendant même la Seconde Guerre mondiale? Une entreprise allemande, propriété d'Américains, c'est-à-dire propriété des ennemis. Ben écoutez, Opel vit sa vie. Opel va être en quelque sorte instrumentalisé par le pouvoir nazi, comme toute l'industrie automobile allemande, comme tout le système automobile, l'écosystème, les autoroutes. Bref, il y a une mainmise du pouvoir politique, dictatorial, totalitaire, sur effectivement ces marques. Il y a une Donc politique... ils ont contribué à la guerre, il faut le dire. Mais tous les constructeurs. Et c'est évidemment une dynamique belliqueuse qui anime Opel à cette date. Et comme Volkswagen, après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ce sont les Alliés qui vont contribuer au renouveau de cette industrie automobile allemande. Voilà, et oui, on a vu dans le sujet que ce sont les Américains qui donnent tous les moyens pour redémarrer l'industrie. Alors on va se situer maintenant un petit peu plus tard. En 1962, c'est le moment où Opel lance sur le marché européen son modèle qui va presque devenir, j'allais dire, le symbole de cette marque, c'est l'Opel Kadett. Il y aura bien d'autres nouveautés au salon de l'automobile, dont cette voiture qui est l'arme de la General Motors allemande pour la conquête du marché européen. L'Opel Kadett est en effet une 1000 cm3, la cylindrée la plus répandue en Europe, et qui, avec ses 6 chevaux fiscaux, se présente comme une voiture de format déjà important. Dans tous ces éléments, la Kadett est classique, mais elle est munie de tous les petits gadgets qui font l'agrément d'une voiture, lave-glace, allume-cigare, thermomètre d'eau, entre autres. Avec son groupe de 4 cylindres développant 56 chevaux SAE, la Kadett emmène 4 personnes, les sièges avant basculant pour les places arrière, avec leurs bagages à 120 km/h en vitesse maximum. Les 100 km sont atteints en 26 secondes. Vous avez vu qu'on met les bagages à l'arrière et en fait on voit la jeune femme monter et s'installer à l'arrière du véhicule. Alors la Kadett va durer pratiquement 40 ans. On voulait vous montrer 2 affiches, tiens, pour les comparer. On était sidérés de voir à quel point elles étaient proches. L'affiche de l'Opel Kadett au milieu des années 80 et l'affiche de la GTI de Peugeot. Regardez-les. On dirait presque 2 images similaires. Est-ce que c'est juste un effet du marketing ou est-ce qu'au fond, derrière, il y a quand même une certaine convergence du modèle de ces voitures de milieu de gamme européens? Oui, bien sûr, le segment est le même. De surcroît, là, vous évoquez ce qui est aujourd'hui très à la mode, c'est-à-dire les youngtimers, les véhicules un peu sportifs. C'est très années 80, comme vous le notez. La Volkswagen Golf a donné le ton avec la GTI, et là, ce sont des modèles tout à fait comparables. Oui, Peugeot et Opel braconnent sur les mêmes terres économiques, et ce sont les mêmes marchés qui sont convoités. Mais alors, est-ce qu'ils peuvent écrire une histoire valable ensemble? Alors, en effet, là, c'est un peu la question. Il y a des éléments qui, au contemporain, puisque la fusion a été, enfin, l'achat, pardon, a été annoncé au Salon de Genève qui vient de s'ouvrir, et les salons servent à cela. Les grandes manœuvres dans l'automobilisme, elles existent encore, et elles rappellent par ailleurs l'excellence de l'industrie automobile française, qui est implantée dans la mondialisation de plein pied, avec des capitaux chinois, mais c'est légitime puisque tout s'ouvre. Eh bien, PSA, là, a acquis quelque chose qui a du sens, parce qu'il y a aussi des pépites chez Opel. Il y a la maîtrise de la motorisation électrique, que n'a pas Peugeot aujourd'hui. Donc il y a un pari sur l'avenir, un pari sur la recherche et développement, et Peugeot est très à la pointe de cette recherche et développement. Et Carlos Tavares ne fait pas d'erreur, parce qu'il sait aussi qu'il y a une course au volume. D'accord, je vous remercie beaucoup à Mathieu Flonneau de nous avoir donné cet éclairage sur cette grande marque d'automobile allemande qui maintenant sera quelque part un peu française. Je rappelle le titre de votre livre, L'automobile au temps des 30 glorieuses, aux éditions Loubatière. On va se dire au revoir avec une personnalité qui a ému beaucoup de Français et qui a touché même ceux qui ne l'ont pas connu jouant sur le stade, parce qu'il est resté une référence, et vous allez reconnaître Raymond Koppart. Eh bien, il est à peu près certain, c'est vrai, je le confirme, que je quitte la carrière professionnelle à la fin de saison. Vive la France! L'info dans le rétro vous a été présentée par Public Sénat et l'INA.